Joueur invétéré et habile joueur de poker, faussaire perspicace, banquier et polyglotte, inventeur, marchand, comte de la noblesse européenne, fonctionnaire du gouvernement français, mais surtout escroc professionnel, son unique et véritable métier. Ce sont là quelques-unes des identités endossées par celui que certains considèrent comme le plus grand escroc du XXe siècle. Pour d'autres, il fut sans aucun doute le plus grand imposteur de toute l'histoire. La vie de Victor Lustig et son héritage paraissent davantage ceux d'un personnage d'un roman de l'écrivain américain Mark Twain que ceux d'un homme réel. De l'invention d'une machine magique qui produisait des billets de $100 et de sa vente pour plus de $30 000 à l'escroquerie du célèbre Al Capone, jusqu'à son coup de maître, la vente de l'emblématique Tour Eiffel, la longue carrière criminelle de Lustig est l'une des plus étonnantes et épiques du monde des escroqueries, surtout en raison de l'astuce dont il fit toujours preuve pour échapper aux autorités. Mais comment est-il possible qu'une personne réussisse à vendre l'emblème d'une ville ? Et plus étonnant encore, comment a-t-il pu convaincre quelqu'un de l'acheter ? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo si vous voulez le savoir. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de nous laisser un j'aime et de nous dire en commentaire d'où vous nous suivez. Robert Ventum Miller, mieux connu sous le nom de Victor Lustig, est né le 4 janvier 1890 à Ostinė, en Bohême, une ville appartenant alors à l'Empire austro-hongrois. On sait qu'il a grandi au sein d'une famille aisée et que son père était le maire de la ville. Comme beaucoup d'hommes politiques de son époque, celui-ci souhaitait que son fils étudie la diplomatie. Dans ce but, il l'envoya à Paris, dans l'espoir qu'il devienne un excellent professionnel, grâce à sa grande facilité d'apprentissage et à son vif intellect. Mais les choses ne se passèrent pas comme la famille l'avait prévu. À Paris, Lustig devint ludomane et développa un goût pour l'argent facile. Pendant cette période d'amour et de fête, il reçut aussi une cicatrice au côté gauche du visage, causée par le petit ami jaloux d'une femme avec laquelle il entretenait une liaison. Et oui, apparemment Monsieur le Comte n'était pas doué que pour escroquer. Une fois ses études achevées, Lustig commença à mettre en pratique tout ce qu'il avait appris. Mais le métier qu'il choisit était bien loin des désirs de son père et des normes éthiques et morales, en revanche très proche de sa véritable vocation. Durant ses années d'étudiant, il réussit à nouer d'excellents contacts au sein de l'aristocratie européenne, ce qui lui ouvrit beaucoup de portes et facilita grandement son activité. Comme tout bon professionnel de l'escroquerie, Victor fut décrit par ceux qui le connurent comme un homme raffiné, volubile et charmant. Par ses manières et son élégance vestimentaire, il faisait très bonne impression. Il parlait couramment plusieurs langues et inspirait assurance et confiance, malgré son visage austère et la cicatrice peu flatteuse qui le marquait. Ce sont sur les paquebots transatlantiques reliant Paris à New York, auxquels il embarquait régulièrement, que furent commises ses premiers méfaits. Des voyages que, plus qu'un luxe, on pourrait considérer comme un investissement indispensable à l'essor de son affaire. En voyageant en première classe, il fréquentait des personnes fortunées qu'il finissait par attirer à la table de poker. Les premières parties, il les perdait presque toujours, ce qui instaurait chez ses victimes un climat de confiance, jusqu'au moment où, en une seule main, il leur prenait tout ce qu'ils avaient gagné, et plus encore. Après s'être livré à ces pratiques quelque temps, il fut démasqué et la compagnie maritime lui interdit de remonter à bord de ses navires. Sans emploi et habitué à une vie de luxe, Victor s'installa aux États-Unis où il se fit passer pour le comte von Lustig afin de réaliser un de ses coups. Cette fois, la victime du habile européen fut une agence d'une banque du Kansas. Après avoir acquis 2 faux bons de $25 000 chacun, l'escroc se rendit à la banque où il proposa de les laisser en garantie pour obtenir un prêt de $10 000 afin d'acheter une maison. Comme Lustig était supposé être membre de la noblesse européenne, la banque n'hésita pas à lui accorder le prêt. Un jour plus tard, lorsque l'établissement Matrix découvrit que les bons étaient falsifiés, il se mit en quête de retrouver le compte. C'est ainsi que M. Lustig s'était présenté, sous ciel et mer. Mais il semblait que la terre l'eût englouti. Les propriétaires de la banque, furieux d'avoir été dupés, engagèrent une agence de détectives privés qui, quelques mois plus tard, parvinrent à retrouver la trace du faux noble. Mais ce qui se produisit les laissa stupéfaits. L'intention de la banque était de récupérer l'argent et de faire emprisonner Victor. Or, il n'avait pas affaire à un délinquant de bas étage. Par un coup de maître, Lustig non seulement évita la prison, mais fit renoncer la banque à récupérer les fonds escroqués.
Se sentant acculé, le comte reconnut qu'il savait que les bons étaient faux, mais il avertit les directeurs que, s'ils portèrent l'affaire devant les autorités, elle deviendrait un événement médiatique. Puis il leur demanda « Que pensez-vous qu'il arrivera à tous vos clients quand ils sauront que l'endroit le plus sûr pour garder leur argent a été escroqué par un simple citoyen ?» Face à la panique de perdre leur crédibilité et de déclencher une ruée bancaire qui les mènerait à la faillite, les propriétaires de la banque le laissèrent partir à condition d'une seule chose, son silence. Avec les autorités américaines sur ses traces en raison de sa mauvaise réputation, Victor retourna en Europe et mit en œuvre l'un de ses plans les plus ingénieux. Pour réaliser son escroquerie, il contacta plusieurs personnes et se fit passer pour un important inventeur et homme d'affaires. Sa dernière création était une petite machine qui crachait des billets de 100 $ comme un distributeur automatique. Et, si on l'envisage ainsi, sa boîte roumaine fut la précurseur de ces appareils modernes. Lustig montrait à ses clients potentiels la machine magique qu'il avait fait construire avec l'aide d'un ingénieur. Un petit artefact capable de reproduire des billets de 100 $ simplement en y introduisant des feuilles blanches. La poule aux œufs d'or avait toutefois un petit défaut, il fallait 6 heures pour imprimer chaque billet. 6 heures, c'était précisément le temps dont Lustig avait besoin pour disparaître à la façon de Harry Houdini sans laisser de traces. La machine, vendue pour environ 30 000 $, l'équivalent d'environ 350 000 aujourd'hui, n'était rien d'autre qu'une boîte munie d'un miroir et de quelques mécanismes, dans laquelle l'escroc introduisait 3 billets de 100 $ et une pile de feuilles blanches. Une fois écoulées les premières 18 heures, la magie cessait et de l'appareil ne sortait que des feuilles blanches, dévoilant l'escroquerie. Mais pour alors, Monsieur le Comte s'était déjà volatilisé au cœur d'une ville européenne quelconque. En 1925, alors que Victor Lustig, de retour en France, était assis dans un café de Paris, une idée, la plus géniale qu'il eût eue jusqu'alors, lui traversa l'esprit comme un grand éclair. En lisant l'un des journaux de la ville, il tomba sur un article qui évoquait les problèmes que le gouvernement rencontrait pour entretenir la tour Eiffel. Les dépenses de maintenance étaient extrêmement élevées et même la peinture revenait très chère, si bien que la structure se détériorait au point que, dans quelques années, elle finirait en un tas de ferraille. Et bien sûr, comme on dit, là où un pessimiste voit un problème, un optimiste voit une solution. Indéniablement, Victor Lustig faisait partie de ces derniers. Il prit aussitôt des notes, écrivit un scénario, inventa un personnage et créa le cadre parfait pour la mise en scène. La première chose qu'il fit fut de chercher un faussaire pour reproduire quelques documents officiels du gouvernement. Puis, il invite les principaux ferrailleurs du pays à une réunion confidentielle dans l'un des hôtels les plus luxueux de Paris pour discuter d'un éventuel accord commercial. Lustig se présenta comme le sous-directeur général du ministère des Postes et Télégraphes. Il expliqua aux participants pourquoi ils avaient été choisis, insistant fortement sur le prestige dont jouissaient tous ces hommes d'affaires réputés honnêtes. Ensuite, il mit carte sur table. Le gouvernement l'avait désigné comme négociateur chargé de choisir le concessionnaire à qui la tour serait vendue. Il leur dit que l'on avait déterminé qu'elle devait être démontée. Les coûts d'entretien étaient insoutenables, aussi avait-on conclu que la meilleure option était de la vendre comme ferraille. Bien sûr, l'affaire serait tenue secrète jusqu'à ce que tout soit prêt. Le gouvernement ne voulait pas provoquer un mécontentement populaire qui l'obligerait à revenir sur sa décision. La tour Eiffel avait été construite pour l'exposition de Paris en 1889 et, initialement, devait être retirée du site parce qu'elle ne s'accordait pas avec l'architecture de la ville. L'idée de la démonter ne paraissait donc pas absurde. Par ailleurs, il était de notoriété publique que sa structure se trouvait en mauvais état. Lustig loua une limousine pour emmener les entrepreneurs lors d'une visite d'inspection. L'objectif était de profiter de la promenade pour sonder le terrain et identifier qui serait le plus facile à tromper. Le choix se porta sur André Poisson, qui semblait être le plus peu sûr de lui et se sentir en marge des cercles d'affaires parisiens. Il pensait qu'en obtenant la concession, il pourrait gravir les échelons et se mettre au niveau des autres. Bien que l'épouse de Poisson eût soupçonné Lustig, l'affaire fut conclue. Avec 20 000 $ pour acheter la tour et 50 000 $ destinés à soudoyer le fonctionnaire public qui garantirait que son offre soit retenue, le comte quitta la réunion avec Poisson et prit directement le train à la gare de Paris en direction de Vienne. Dans sa valise se trouvait la coquette somme de 70 000 $ en espèces, l'équivalent de plus d'1 million aujourd'hui.
Poisson se sentit tellement humilié par l'escroquerie qu'il ne porta même pas plainte auprès de la police, en partie parce qu'il s'était rendu complice d'un délit de corruption. Un mois plus tard, Lustig revint à Paris avec l'intention de remettre le couvert et sélectionna 6 autres ferrailleurs. Cette fois, l'un des entrepreneurs soupçonna quelque chose et finit par dénoncer le compte aux autorités. Mais lorsque celles-ci vinrent le chercher, Lustig avait déjà traversé l'Atlantique en direction de New York. De retour aux États-Unis, et par quelques moyens ou intermédiaires, Lustig finit par rencontrer et gagner la confiance d'Al Capone, le mafieux le plus puissant de l'époque. L'estime qu'Al portait à Lustig alla si loin qu'à une occasion, il parvint à convaincre le chef de la mafia de lui confier $50 000 à investir dans une affaire licite, en guise de blanchiment. Lustig rangea l'argent dans un coffre pendant quelques mois, puis le rendit à Al, prétextant que l'affaire avait mal tourné et promettant de prendre les pertes à sa charge. Surpris par l'honnêteté apparente de l'homme, Al Capone décida de lui offrir $5 000 en compensation de ce qu'il avait prétendument perdu. Apparemment, la véritable intention de Lustig avait d'abord été de s'enfuir avec l'argent, mais il réfléchit aux conséquences d'escroquer un homme tel qu'Al Capone et se ravisa. En 1929, Lustig arriva à Paris sous une fausse identité et cette fois se fit passer pour un banquier américain. Son but était de vendre de faux bons américains, mais il fut rapidement démasqué et, après une plainte à la police française, se retrouva pour la première fois derrière les barreaux. Son séjour fut bref. Il réussit à corrompre un gardien pour s'évader de prison. Une fois libre, il changea de nouveau d'identité et embarqua pour les États-Unis. Quelque temps après son arrivée, il fit la connaissance de Tom Shaw, un chimiste du Nebraska, expert dans la fabrication de plaques pour l'impression de billets contrefaits. Tom et Victor s'associèrent et, en très peu de temps, parvinrent à inonder le pays de faux billets, bien que Lustig, avec audace, resta dans l'anonymat. Néanmoins, le 10 mai 1935, il fut arrêté par des agents fédéraux et inculpé de contrefaçon à la suite d'un appel anonyme. Plus tard, on apprit que c'était son amante, prise d'une crise de jalousie, qui avait passé l'appel. À ce moment-là, on ne réussit pas à trouver de preuves le reliant directement à la contrefaçon, seulement une clé dont Lustig refusa de préciser l'origine. Quelque temps plus tard, la police localisa l'armoire du métro de Times Square correspondant à cette clé. À l'intérieur, on découvrit $51 000 en faux billets et les plaques avec lesquelles ils avaient été imprimés. Un jour avant le procès, Victor Lustig parvint à s'évader, mais il fut arrêté 27 jours plus tard. Au procès, il se déclara coupable des chefs d'accusation retenus contre lui et fut condamné à 20 ans de prison, à purger rien de moins qu'à Alcatraz. Il y mourut le 11 mars 1947 des suites d'une pneumonie. Avant de mourir, Lustig laissa écrit un manuel pour ses futurs disciples, connu sous le nom des 10 commandements de l'escroc. Ces commandements portent sur des méthodes de persuasion et de manipulation émotionnelle. Certains d'entre eux peuvent se révéler très utiles lorsqu'on cherche à gagner la sympathie d'une personne et à l'influencer. Les commandements sont les suivants. Écoutez les autres avec patience. Ne jamais leur montrer de l'ennui. Attendre que l'autre personne dévoile ses opinions politiques, puis se montrer d'accord avec elle. Laisser l'autre personne exprimer ses opinions religieuses, puis afficher les mêmes. Évoquer le sexe, mais n'en faire d'autres allusions que si l'autre personne manifeste un vif intérêt pour le sujet. Ne jamais parler des maladies, à moins que l'autre personne ne montre d'intérêt pour le sujet. Ne jamais fouiner dans la vie privée d'autrui. Il ou elle vous en parlera avec le temps. Ne jamais se vanter. Faire en sorte que son importance soit évidente pour son interlocuteur. Ne pas être désordonné. Ne jamais se saouler.